Peut-être êtes-vous en train de regarder cette émission depuis votre smartphone. Aujourd'hui, la majorité des Polynésiens en possèdent un. L'objet est dans toutes les mains, y compris celles des plus jeunes. Mais quel est l'impact sur leur santé et leur développement? Élément de réponse tout de suite, c'est parti. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Alors tu es le président du CLUSIR, c'est donc le club de la sécurité de l'information à Tahiti. Avant de parler du sujet qui nous intéresse, donc l'utilisation des smartphones chez les jeunes, est-ce que tu peux expliquer à nos téléspectateurs ce qu'est le CLUSIR, quelles sont ses missions ici? Les missions, c'est de favoriser l'échange entre les professionnels, ainsi que réaliser des études, des ouvrages, afin de présenter les bonnes pratiques en soi au niveau des sociétés, mais aussi des particuliers. Ok, alors vous organisez un événement le 28 novembre sur l'utilisation du smartphone chez les jeunes. C'est quoi le but de cet événement? L'objectif, c'est de sensibiliser les utilisateurs, mais les utilisateurs sont aussi les parents ainsi que les enfants. Souvent, les parents ne se rendent pas compte de comment utilisent les smartphones les enfants, parce que pour eux-mêmes, c'est une habitude, un quotidien, un outil pour eux. Or, c'est un outil qui est fort pratique, mais qui peut aussi avoir des effets néfastes. Alors, à propos de l'impact sur la santé psychologique, nous sommes allés voir Nathalie Colin-Fagotin, qui est psychologue et qui sera donc à cet événement du 28 novembre. Regardez. Alors c'est vrai que les smartphones, sont insérés dans la vie, quotidienne, de tout le monde, mais en particulier des plus jeunes et un des impacts, 1 qu'on va constater chez les jeunes, c'est, le fait que cette activité finalement va prendre de la place dans le quotidien et du coup empiéter sur les autres champs de la vie, d'un adolescent. À commencer peut-être par ses activités, extrascolaires, ou, les activités autour de la vie familiale. Ou peut-être même des rencontres qui pourraient se faire, on va dire, dans la vraie vie. Et puis l'autre type de difficulté qu'on va rencontrer, c'est beaucoup avec les réseaux sociaux, notamment, et là, les jeunes peuvent s'en plaindre également, c'est d'avoir vécu, sur un réseau social, par exemple, des contenus, des échanges qui ont, directement impacté, on va dire, leur santé mentale. Et je ne nommerai que, les situations de harcèlement qui en fait sont assez fréquentes malheureusement sur les réseaux sociaux et vont impacter l'image de soi, l'estime de soi des adolescents. Qui vont du coup avoir besoin de prendre de la distance, de restaurer cette estime d'eux-mêmes et de retrouver, on va dire, une confiance en eux pour retrouver un certain équilibre finalement. Il y a une illusion qui est très répandue dans les familles, c'est de penser que à 12, 13, 14, même 15 ans, l'adolescent est en capacité de gérer lui-même sa consommation avec son téléphone. C'est faux. En fait, il n'en est pas capable. Le cerveau d'un adolescent n'est pas encore pleinement mature, et notamment au niveau du lobe préfrontal qui gère notamment la maîtrise de soi et le contrôle, on va dire, de ses impulsions à faire des choses plaisantes, qui n'est absolument pas mature à l'adolescence, et donc du coup va limiter sa capacité de mettre ses propres limites à sa consommation. Donc premièrement, les parents aident, supervisent, établissent un contrôle parental, discuter avec l'adolescent pour pouvoir poser les règles de l'usage du téléphone. Et puis, on n'installe pas les réseaux sociaux avant l'âge légal, c'est-à-dire 15 ans. Beaucoup de parents ignorent qu'il y a un âge légal avant l'utilisation des réseaux sociaux. Il y a une raison, c'est pas juste une fantaisie, c'est parce qu'en fait, plus on avance, plus les études démontrent les risques réels, notamment avec un réseau social comme Instagram, qui a déjà démontré chez beaucoup d'adolescents une atteinte à l'estime de soi et notamment à l'image corporelle et produit chez des adolescents des symptômes de type dépression complexe, voire idées noires, et parfois ça peut même être plus grave. Donc attention à l'utilisation
des réseaux sociaux. Puis peut-être un dernier point, ce serait de faire du smartphone un sujet d'échange dans la famille, que ça ne soit pas seulement un sujet de conflit, de contrainte entre jeunes et parents, mais que on puisse en discuter. Que les parents s'informent, que les jeunes s'informent et que l'on trouve le meilleur compromis pour que ça puisse rester un outil qui a aussi ses qualités, ses avantages, mais sans tomber dans les pièges, les excès et les dangers qu'il peut représenter pour un jeune adolescent. Alors en parlant de chiffres et de données numériques, les derniers chiffres en local, donc en Polynésie, sur les usages du numérique datent de 2019. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on a assez de données localement? Est-ce qu'il ne faudrait pas de nouvelles études? Alors, l'étude qui a été réalisée exactement par la DGEN ont déjà le mérite d'exister. Elles sont relativement complètes puisque le rapport est très exhaustif. Néanmoins, il mériterait éventuellement un coup de rafraîchissement puisqu'il y avait eu déjà des études en 2013, 2017 et 2019. Donc effectivement, depuis, ça fait 5 ans, elle n'a pas été actualisée. Et je pense que ces 5 dernières années ont été très évolutifs en termes d'utilisation des smartphones, des tablettes aussi. Parce qu'on dit souvent les smartphones, mais c'est aussi les tablettes. Ça permettrait de se rendre compte un peu mieux de l'étendue de l'impact que peuvent avoir les smartphones? Je dirais que ça permettrait d'être au plus près de la réalité. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'étude montre deux principales choses. C'est que il y a la partie des réseaux sociaux plus traditionnels qui sont plutôt axés sur les parents, qui est Facebook et YouTube. Facebook, c'est aussi qu'il y a eu localement en Polynésie, au Fénoua, une économie, un moyen de communication qui s'est fortement développé autour de cet outil. Donc il n'est pas forcément uniquement axé sur une utilisation de divertissement absolument, mais aussi sur un thème d'organisation, de prévenir un événement, les actualités vis-à-vis d'un événement, pour revendre des objets, des voitures, tous ces objets de seconde main. Il y a toute une activité qui s'est créée autour. YouTube, ça peut être aussi beaucoup axé par rapport à l'écoute de la musique. Or, la musique n'est qu'un gros échantillon, mais pas majoritaire de la plateforme. Donc ça sera plutôt des réseaux sociaux axés sur les parents, les adultes. A contrario, il y aura les réseaux sociaux dits enfants, qui seront beaucoup plus sur TikTok, Snapchat, dont les parents ne y sont pas beaucoup. Et là, ce sont des activités plutôt sur des ludiques, divertissements, et moins sur de la présentation d'événements ou revente d'objets par exemple. Alors du coup, quelle piste est-ce qu'on pourrait donner aux parents pour essayer d'offrir une utilisation plus responsable du smartphone à leurs enfants? Bah déjà, en tout premier lieu, il est sur les deux principales plateformes qui sont Android et Apple. Il existe soit une application gratuite de chez Android ou directement intégrée déjà dans la solution de chez Apple, des applications qui permettent de faire du contrôle parental par la mise en place du contrôle du temps, contrôle des applications qu'ils pourraient utiliser, qui pourrait être déjà une bonne pratique par défaut à ne pas pouvoir utiliser n'importe quelle application et dès qu'ils veulent installer, acheter une nouvelle application, demander toujours l'autorisation des parents. Et ces solutions permettent aussi de faire des comptes rendus d'activités journalières ou sur la semaine afin de comprendre éventuellement ce que fait l'enfant sur les périphériques. Merci Bertrand pour ces réponses et puis de toute façon le rendez-vous est donné le 28 novembre à l'UPF, c'est ça? Effectivement. On vous attend tous, la conférence est gratuite et les parents et les enfants sont les bienvenus. Alors avant de se quitter, on va faire un petit tour du côté de l'actualité technologique à l'international. Aux États-Unis, des ingénieurs de l'université de Duke ont développé une main robotique capable de perception tactile. Chaque doigt de la main capte les vibrations générées lors des interactions physiques grâce à des microphones.
Un opérateur téléphonique a généré grâce à l'IA une grand-mère virtuelle. Objectif, faire perdre du temps aux escrocs au téléphone. Baptisée Daisy, cette mamie virtuelle parle d'une voix lente et monocorde et fera répéter les instructions à son interlocuteur. Daisy a déjà retenu des arnaqueurs plus de 40 minutes. Son numéro a été ajouté sur des mugs lists, des listes en ligne souvent récupérées par les arnaqueurs. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce numéro de Métafénois. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.